Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir sur notre plateforme Ariel Narmani. Bonsoir Ariel. Bonsoir Yardena, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de te recevoir. Tu es psychologue clinicienne et ce soir, tu vas nous parler sur le thème Connais-toi toi-même. Mm, tout à fait. Yardena, merci beaucoup de m'inviter pour intervenir. C'est un signe de confiance qui me touche énormément, bien sûr. Donc, quand tu m'as proposé d'intervenir, je me suis demandé de quoi j'allais bien pouvoir vous parler ce soir. Et non pas que j'ai pas d'idées, au contraire, j'en ai peut-être beaucoup trop. J'ai plein d'envies, plein de sujets que j'aimerais pouvoir aborder avec vous. Mais je me suis concentrée et en fait, je me suis demandé ce qui, de ma place en tant que psychologue, faisait le plus de sens et qu'est-ce qui me paraissait prioritaire. Et ce qui m'est apparu de façon assez évidente, c'est que je souhaitais d'abord et avant tout vous parler de la connaissance de soi. Donc effectivement, c'est le thème que j'ai donné à cette conférence, Connais-toi toi-même. Alors ça fait un petit peu 11e commandement, mais, mais c'est pas grave, on fait avec. Mais parce que c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de sine qua non en fait. Et surtout, voilà, je vais vous évoquer un peu les raisons de pourquoi j'ai choisi ce thème et après je vais vous expliquer la pertinence du fait de se connaître soi-même, en quoi ça a en fait des impacts très importants et surtout très positifs sur tout un tas de choses. Et ensuite, on abordera deux, trois points un peu subsidiaires vers la fin. Mais donc voilà, donc ce thème, pourquoi? Parce que je me suis demandé, en fait, est-ce qu'on peut parler de bien-être sans parler de bien se connaître? Et vous remarquerez d'ailleurs que dans connaître, ben, on a le préfixe co, préfixe de relation et le verbe naître. Apprendre à se connaître, c'est donc en fait une façon de naître à soi, une façon de renaître à soi. Et c'est intéressant quant au fait que quand on naît pour la première fois, on n'est pas vraiment force de proposition dans ce process-là, en fait. On n'a pas consciemment choisi la vie, ni la famille, ni le lieu dans lequel on atterrit. Alors évidemment, là, on ne parle pas sur un plan mystique, on laisse ça de côté pour ce soir, on reste vraiment sur un plan psychologique pour bien comprendre ces choses-là. Et apprendre à se connaître, c'est quand même se donner la possibilité, en fait, de choisir consciemment pour le reste, d'être moteur, en fait, dans votre propre existence. Et pourquoi ce thème? Parce qu'on peine, en fait, à imaginer se sentir bien dans son couple, dans son corps, dans sa famille, dans son travail, etc., sans être bien d'abord avec soi. C'est quand même une forme de prérequis et c'est intéressant quand même de se poser la question, ça veut dire quoi être bien avec soi? C'est quoi ce bien? Qu'est-ce que ça désigne au juste? Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse avec vous parce que quelque chose que je regrette beaucoup et que je constate beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de positivisme qui a envahi la société à tort et à travers. Alors parfois ça a du bon, mais parfois ça a du moins bon. On peut le contextualiser. Il y a d'abord eu l'essor de la psychologie du moi, notamment des États-Unis, qui a beaucoup joué pour cela. Et le développement personnel, qui en se rendant accessible à de plus en plus de monde, en fait, a promu une espèce de meilleure version de soi-même à atteindre. Et vous ajoutez à cela les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les photos, etc., ce rapport qu'on peut avoir au corps, à l'image qu'on a de nous-mêmes, etc., à la validation des autres. Et en fait, il y a du bon dans tout ça, bien sûr, c'est-à-dire que on peut pas se plaindre du fait qu'il y a quand même des théories hyper importantes et intéressantes qui ont été vulgarisées, rendues accessibles à tous. Mais il y a une chose qui est remarquable, et c'est là-dessus que moi je suis dérangée en tant que thérapeute, c'est que les gens, en fait, maintenant, ils cherchent quand même globalement à être parfaits. Et du coup, tout ce qui dépasse, tout ce qui fait tâche, au lieu d'être une source de curiosité, de se demander mais pourquoi ça, c'est là comme ça chez moi, en fait, ça se transforme, ça devient quelque chose à gommer de toute urgence pour être mieux, pour sembler encore plus au top. Et bah, je vous apprends rien si en fait je vous dis que tout ceci, souvent, c'est que de l'apparence et que c'est que de la surface. Et la plupart du temps, on n'ose plus travailler sur soi en profondeur et ça donne en plus à beaucoup d'égards pas mal de malentendus, pas mal d'actes manqués. Et je vous donne un exemple. Voilà, il y a des exemples comment dire, il y a des choses très banales qu'on entend, c'est-à-dire que il y a ce truc de vouloir
penser toujours positivement. Bon, alors parfois ça a du bon, effectivement, d'influencer ses pensées en bien, de faire en sorte de ne pas se laisser attraper toujours par le négatif, etc. Mais quelque part, si ce négatif, il a tendance à revenir un peu trop souvent, bah, c'est peut-être qu'il a quelque chose à dire. Donc, au lieu de vraiment pratiquer ce qu'on appelle une censure, une autocensure très forte, en fait, on peut aussi se demander, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avec ce négatif? Est-ce que le positif a toujours un effet positif? C'est-à-dire, est-ce que parfois d'être tout dans le positif alors qu'en fait, ce qu'on ressent, c'est vraiment pas ça, est-ce que ça va vraiment influencer les pensées en bien ou est-ce qu'en fait tout ce que ça crée, c'est une forme de déni? Est-ce que le négatif a toujours un effet négatif? Et est-ce qu'on peut penser euh, à des choses négatives et en obtenir des effets positifs? Alors, c'est en ça que ça devient un petit peu intéressant, c'est que c'est inhabituel de penser comme ça. C'est dommage, mais c'est vrai que c'est devenu inhabituel. On a toujours tendance à penser que le négatif, il faut le mettre de côté. Et le positif, il faut se concentrer dessus, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, etc., etc. Et c'est vrai que, en fait, ça va vraiment à l'encontre. Ça va à l'encontre de la thérapie. Et je vous expliquerai après pourquoi. Et vous allez me dire, en fait, Ariel, ça ressemble à un cours de philo. Et quelque part, c'est vrai. Quelque part, apprendre à se connaître, c'est se poser des questions qui peuvent paraître anodines, mais qui ont en réalité beaucoup de sens et beaucoup d'écho. Et je vous emmène par là pour une seule raison, une raison qui est très simple. C'est que je suis psychologue, donc comme vous avez dû le comprendre depuis le début de mon intervention. Et au quotidien, j'accompagne des personnes qui sont en thérapie. Majoritairement, ce sont des adultes. Et parfois, leur démarche, elle fait suite à une grande souffrance, mais d'autres fois, en fait, il s'agit simplement pour eux de venir se poser leurs propres questions face à moi, parce que ça compte pour eux, et ils veulent habiter leur vie d'une certaine manière et que les choses aient du sens, en fait, à leurs yeux. Alors, je vous rassure, cette deuxième catégorie de personnes, généralement, c'est ce qu'on appelle des initiés, c'est-à-dire ils en sont pas à leur première thérapie. En fait, ils ont déjà fait une première tranche, entre guillemets, de thérapie parce qu'il y avait des raisons avérées, il y avait une souffrance très active. Ça, c'est derrière eux et en fait, ils ont pris goût avec le temps ben, à cet exercice d'introspection et de retour à soi, de retour sur soi. Et donc, en fait, ils reviennent, pas forcément chez le même psy, mais en tout cas, ils refont cette démarche d'aller consulter quelqu'un pour avoir ce temps où ils vont se concentrer sur eux, sur la façon dont ils mettent en place les choses dans leur vie, etc., en face d'un psy, d'un thérapeute qu'ils ont choisi. Et donc, excusez-moi, il y a des chutes. Oui, voilà, donc je vous dis tout ça pourquoi? Parce que c'est vrai que si on doit être très honnête sur le plan existentiel, il y a le fait que on n'a pas forcément choisi les choses, comme je vous le disais tout à l'heure, et parfois ça tombe très bien et on est dans une super famille et voilà, on a de la chance, etc. Parfois, c'est un peu moins le cas, donc c'est pas tout blanc ou tout noir, mais en tout cas, parfois, il peut y avoir des questions qui se posent et surtout, je pense que avant d'avoir chacun nos croyances, d'avoir la foi ou pas, etc., euh, on a tous déjà un petit peu phasé à un moment donné de nos vies à se demander, dans le fond, qui suis-je? Pourquoi suis-je venu? Pourquoi moi? Pourquoi mes parents sont ou ont été ensemble? Qu'est-ce qui a influencé le cours des choses? Etc., etc. Au fond, on s'est tous déjà demandé au moins une fois quelles sont les fondations de ma vie, sur quoi ma vie repose. Et ces questions, parfois, elles ne trouvent pas de réponse, elles ne trouvent pas de réponse univoque, et en fait, ça peut causer beaucoup de souffrance. Et de ne pas se les poser aussi, d'une certaine manière, ça cause de la souffrance. Ça fait que la vie, elle va rester en surface d'une certaine manière, même si on va essayer de mettre plein de choses en place, même des choses bonnes pour soi, des choses qui sont censées nous faire du bien, etc. Dans le fond, ça ne va pas trouver le même écho que quand on met tout ça au travail et dans une sorte de dynamique globale et donc qui va s'inscrire dans la profondeur pour nous-mêmes. Et donc, comme je vous disais, ces personnes-là, en fait, moi, je les accompagne à trouver ce sens, ces sens, et je fais en sorte de les écouter de façon très fine pour qu'ils s'entendent un peu eux-mêmes, pour qu'ils s'entendent parler. Et parfois, en thérapie, il y a des séances qui sont vraiment pas cool. Il y a des périodes qui sont pas faciles. Et voilà, ils ont décidé, en fait, de soulever leur tapis et de dégager un peu toute la poussière qu'ils ont pu mettre en dessous. Et en thérapie, voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. C'est qu'on essaie de faire en sorte que les choses ne soient plus cachées et qu'elles agissent pas malgré vous, contre vous, en sourdine. Et on essaie de conscientiser ce qui reste inconscient la plupart du temps, dans la plupart des cas. Alors, je ne suis pas venue
très spécifiquement pour faire la promotion de la thérapie. En réalité, il y a plein de façons d'apprendre à se connaître soi-même, mais c'est vrai que la thérapie, c'est un outil très spécifique pour plein de raisons, mais d'abord parce que dans un premier temps, euh, comment dire, vous êtes quand même face à quelqu'un. Donc vous êtes en relation avec votre thérapeute. Et ça, c'est peut-être un des seuls lieux dans lesquels ça se passe comme ça, puisque vous pouvez me dire, bon, mais moi, ça me va, je me pose avec moi-même, je fais ma petite introspection, pourquoi pas? Par exemple, c'est ce que Rabbi Nachman préconisait, de pouvoir faire une écoute enfin, de façon régulière, etc., de sorte à méditer sur les choses de nos vies et de les mettre un peu au travail de soi à soi. Et c'est déjà quelque chose d'assez important. La thérapie, elle a quelque chose de particulier. On peut avoir une passion, on peut faire de la méditation, on peut trouver du temps pour faire du yoga, etc. C'est une façon de trouver des aspects de soi, de les mettre au travail. C'est une façon de se travailler, on ne peut pas dire le contraire. Ce qu'il y a de spécifique dans la thérapie, c'est qu'en fait, le fait d'être en relation, quelque part, ça engage, ça oblige, donc ça fait en sorte que on ne peut pas se défiler de la même manière quand on est face à quelqu'un. En plus, c'est quelqu'un qu'on a engagé, entre guillemets, pour ça. C'est quelqu'un qu'on est venu chercher pour ça. Donc voilà, moi je me souviens par exemple, ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai une patiente qui allait dire quelque chose et en fait, elle s'est interrompue. Elle me fait non, non, mais en fait, à moi, je peux me mentir, mais à vous, je peux pas vous mentir, Madame la mamie. Donc, il y a ce truc à un moment donné en thérapie de pouvoir aller toucher un petit peu à ces vérités et d'être tout à fait sincère avec soi-même. Mais donc voilà. Et la thérapie dont je vous parle, c'est une thérapie qui est particulière, puisque moi, je suis plutôt d'orientation analytique, c'est-à-dire que ma thérapie, ce que je propose à mes patients s'appuie davantage sur la psychanalyse que sur un autre référentiel. Et ce sont des thérapies qui passent essentiellement par la parole, par l'échange qu'on va avoir ensemble. Et un principe clé repose en fait sur le fait de laisser libre cours, carte blanche, vraiment le plus possible aux pensées qui passent par la tête sur le moment. Et je veux qu'on s'entende bien parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'estime qu'il y a 1000 façons de se connaître. Et j'estime aussi, dans le même temps, qu'avoir la démarche d'aller en thérapie, c'est toujours une bonne chose. C'est le signe que vous vous souciez de vous et de votre impact sur le monde et que vous comptez sur quelqu'un d'autre pour vous aider à le faire. Ça, c'est quand même vachement chouette. Et ça veut dire que vous savez que vous ne pouvez pas tout pour vous, que vous n'êtes pas omnipotent. Et ça, quelque part, c'est très sain. Et c'est sain d'avoir besoin de l'autre. Et donc, c'est mettre en réflexion de façon très globale la façon que vous avez d'être au monde, d'habiter votre vie et la trace que vous voulez y laisser. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez très bien convoquer la thérapie à cet endroit-là pour faire ce travail d'introspection, comme vous pouvez décider de passer par plein d'autres outils, comme le fait de, j'en sais rien, si vous avez une passion pour l'écriture, par exemple, l'écriture, c'est formidable. Elle peut avoir des limites en termes d'introspection, mais la thérapie en soi aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments de résistance, comme on les appelle, il y a des moments où en fait on ne veut pas dire ce qu'on aimerait bien dire dans le fond, et à ce moment-là, bon, bah, ça bloque, c'est tout. Et peut-être à une autre séance, ça va se débloquer. Il y a toutes sortes de... Tout ce qui peut être thérapeutique a ses limites. Du moins dans le temps, dans la durée impartie, ça a des limites. C'est sur aussi le long terme que les choses peuvent se faire. Et je vous dis tout ça pourquoi? Parce que je trouve que c'est hyper important de se rendre compte à un moment donné que ça fait des générations et des générations qu'il y a des familles entières, donc des filiations entières, des mariages, des séparations, des décès, qui en fait se passent sur une sorte de méconnaissance totale de ceux qui la composent. Et ça, c'est hyper, comment dire, c'est peut-être tout nouveau que ça commence à changer. Il y a eu une sorte de révolution là-dedans, hein. Je dirais même pas une révolution psychologique, mais il y a eu quand même une prise de conscience, quand même, bon, entre la génération de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents qui considéraient qu'aller chez le psy, c'est être fou, et la génération actuelle. Il y a quand même eu plein de progrès qui ont été faits quant à la considération qu'on a de ces choses-là. Donc ça bouge, mais ça bouge très lentement. Et dans le fond, je pense que ça laisse des traces, c'est-à-dire que les gens, ils ont quand même enregistré que on va chez le psy que quand il y a un problème grave. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que donc ces générations qui passent et qui ne se questionnent pas, alors c'est plus même qu'une méconnaissance, c'est une vraie volonté souvent de ne pas savoir. C'est des gros traumas qui veulent pas réveiller, qui veulent pas les questionner. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans des cas comme ça? C'est pour ça que je voulais vous parler de au cours de cette conférence, que je voulais vraiment aborder ce thème avec vous.
Parce que quand on ne veut pas faire face à ce qui nous habite, que ce soit des traumas, du positif, hein, il y a de tout à l'intérieur, c'est pas ce qui manque, il y a vraiment de tout, il y a à boire et à manger. Mais quand on ne veut pas faire face à ces choses-là, généralement, et notamment pour la question du trauma, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça disparaît pas. C'est pas simplement l'enjeu, c'est pas simplement je vais le garder en sourdine toute ma vie et le jour où je m'en vais, ça y est, c'est terminé. Non, en fait, il y a ce qu'on appelle du transgénérationnel, c'est-à-dire que les traumas, ils traversent les âges, ils traversent les générations. Et ce qui n'est pas abordé du temps de nos propres vies, il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui va devoir le faire pour vous. Si ce n'est pas vos enfants, c'est peut-être vos petits-enfants. Après, ça dépend évidemment de l'écho du trauma dont on parle. Et là aussi, je voulais vous faire une autre parenthèse très importante, c'est que il y a quelque chose qui est mal passé dans les informations, on va dire, qui se sont banalisées, c'est qu'un trauma, c'est pas nécessairement quelque chose de très grave. Il faut pas nécessairement avoir été abusé, violenté, accidenté, maltraité pour considérer qu'on a un trauma. Un trauma sur le plan psychologique de façon tout à fait basique, c'est simplement un événement qui, lorsqu'il arrive, en fait, dépasse les capacités de traitement psychique. C'est-à-dire qu'à ce moment, au moment où ça se passe, et parfois c'est pas quelque chose de très grave, mais ça peut être même quelque chose que vous ne vivez pas. Donc c'est même quelque chose peut-être de pas réel, d'imaginaire, ou alors quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu et par empathie, là on va parler de traumatisme vicariant, par empathie pour ce que l'autre est en train de vivre ou ce qu'il a vécu, en fait vous allez développer le trauma comme si vous l'aviez vécu vous-même. Et je vous dis tout ça tout simplement pour que vous vous rendiez compte que parfois les traumas, c'est des petits traumas, entre guillemets. Il n'y a pas d'échelle du trauma, hein. Moi, je ne suis pas là pour juger l'intensité du traumatisme que les gens ont vécu. Je prends les choses telles qu'elles sont. On me dit j'ai souffert, vous avez souffert. Il n'y a pas de négociation autour de ça. Il n'y a pas de... Voilà, ça n'existe pas de jauger l'intensité d'un trauma. En tout cas, c'est pas dans ma pratique. Mais je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte que c'est pas parce que vous avez vécu des petites choses qui vous paraissent anodines sur le plan de l'humanité que il faut les négliger, ces choses-là. Parce que dans le fond, elles peuvent tout à fait avoir un impact. Par exemple, je vous donne un exemple qui est tout à fait récent, je pense, et qui va parler à tout le monde. Il y a eu le 7 octobre parmi toute la communauté juive et tout le peuple du Ham Israël. Il y en a quand même pas mal qui ne se trouvent pas en Israël, qui connaissent personne de ceux qui ont été touchés directement, etc. Alors, ok, c'est particulier, c'est au sein du peuple juif, etc. Donc, ça prend une dimension très, très importante. Mais au-delà de ça, euh, le traumatisme que chacun a vécu, chacun à sa manière, hein, je ne généralise pas, mais il y a dans la communauté, il y a des personnes qui ont vraiment ressenti un vrai traumatisme de ces événements-là, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis marqués dans leur chair, éprouvés dans leur identité, menacés, etc., etc., comme si ça s'était passé sous leurs yeux. Il y a eu des images qui ont fuité, etc. Mais ça, c'est pour vous dire que parfois, on est traumatisé de quelque chose qui ne nous a pas touché directement. Ça a aussi été le cas, et c'est un autre exemple, au moment des attentats en 2015 en France, quand il y a eu le Bataclan, il y a eu tout un tas de nouveaux consultants, de personnes qui sont venues consulter, alors qu'elles n'ont pas été touchées, qu'elles ne connaissaient personne dans les attentats, mais l'identification, elle a été tellement forte, le fait de se dire à l'intérieur de la tête, en fait, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être mon fils, ça aurait pu être mon père, enfin bref, ça aurait pu me toucher d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est déjà très effractant, c'est déjà traumatisant. Et en fonction des personnes, ça peut laisser beaucoup de traces. Et donc, je vous dis tout ça pour que vous puissiez prendre conscience que parfois, il y a des choses qui passent, qui restent, qui laissent des traces. Et il ne faut pas le négliger, même si c'est quelque chose qui vous semble assez léger, voilà, sur l'échelle de la souffrance humaine. Ben, concentrez-vous sur votre échelle à vous, à un moment donné, pour pouvoir aborder ces choses-là, parce que votre échelle, elle n'en a rien à faire de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passera après en termes de drame humain. De drame humain. Elle ne peut pas... la psychologie personnelle ne peut pas se fonder et reposer toute une vie là-dessus. Vous pouvez relativiser un certain temps à dire c'est pas grave, et puis un tel il a vécu tellement pire, et un tel a perdu quelqu'un, alors que moi, bon, non, vous concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur, ça dit quelque chose d'important, c'est hyper précieux, ça peut vous permettre d'avancer encore plus loin et d'en faire quelque chose. Et je voulais aussi vous dire par là, donc c'est dans la continuité de tout mon propos depuis le début, qu'il y a quelque chose
est quelque chose qui est dommage et que je constate aussi. Et à chaque fois que je dis c'est dommage, ça veut aussi dire on peut y faire quelque chose, hein. Donc le prenez pas trop sérieusement. Mais quand je discute avec des personnes qui sont pratiquants, voire très pratiquants, euh, souvent on me dit mais la psychanalyse et la Torah, en fait, c'est pas compatible. Et moi, j'aimerais vous dire que c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout le cas, en fait. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder à quel point il peut y avoir des parallèles entre les deux. Regardez ce que fait le peuple juif pour son histoire et sa transmission. Tous les ans, c'est le même cycle qui s'éteint jamais. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Hanouka, Pessah, Shavuot, tous les ans. On se remémore les différentes périodes de notre histoire, on en tire des analyses anciennes et nouvelles et on refait le monde qui s'est déjà fait avant nous. On se questionne pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se questionne? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de continuer comme ça? Parce que si on cesse ces questionnements incessants, quelque chose de l'âme se perd, quelque chose de l'identité juive se perd. Et chaque année, on recommence nos rituels, nos traditions, les mêmes commandements, voilà, les mitzvot, les avérotes, etc. C'est la même chose qui se répète de génération en génération. Alors, il y a ceux qui vont le faire de façon très profonde et il y a ceux qui vont juste tenter de se débarrasser de la tâche parce que ça les saoule. Et puis, il y a tous ceux qui sont au milieu, qui vont faire pas mal de choses, mais peut-être pas tout, etc., etc. Et en fait, je vous file cette métaphore. Pourquoi? C'est pour vous dire que sur le plan individuel, dans le fond, c'est la même chose. C'est pareil. Et ça, c'est que l'on soit juif ou pas. Et la pertinence, en fait, de se remémorer les choses de nos vies et des vies d'avant la nôtre, elle est toujours d'actualité. Et dans ces aspects, il y a des aspects qu'on se remémore volontiers. Il y a les bons souvenirs, l'amour qu'on a reçu, les journées de bonheur, l'insouciance, etc. C'est des choses plutôt légères qui restent en mémoire bien volontiers. Et moi, je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des aspects de nos vies qu'on met volontiers au placard et qu'il y a des questions qu'on préfère ne pas se poser. On préfère largement choisir une forme de déni. Pour deux raisons principalement. Il y a d'autres raisons que celles que je vais vous évoquer, mais deux raisons principales. Les autres, elles sont plutôt subsidiaires. La première, c'est l'angoisse que ces questions provoquent. Au moment où on les pose, ça peut être assez angoissant, ça peut être assez débordant. Donc forcément, à l'avance, on n'a pas envie de se les poser. On se dit, il vaut mieux mettre ça de côté. Voilà, on met les œillères et on continue. C'est plus facile en soi. Et la deuxième raison, c'est que les changements, enfin, de se poser ces questions, ça peut engendrer des changements. Voilà, ça peut engendrer des changements qui sont plus ou moins importants si on va au bout du raisonnement, si on se les pose vraiment et surtout si on y répond. Et ces deux choses-là, si je dois vulgariser un petit peu, généraliser un petit peu aussi, ces deux choses-là, c'est un petit peu ce que le psychisme déteste le plus. Dans le fond, l'angoisse et le changement, c'est ce qu'on déteste le plus. On préfère largement et instinctivement la tranquillité et la zone de confort, ce qui nous est familier, même si la zone de confort est en fait devenue inconfortable, même si elle est plus d'actualité, même si elle devrait juste être mise à jour. Il y a un petit peu ce principe-là, voilà, on n'est pas très bien comme on est, mais ça, c'est mieux que quelque chose qu'on ne connaît pas et en plus qui risque d'être très déstabilisant. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un peu à l'image d'Abraham dans la paracha Lech Lecha, lorsqu'il quitte sa famille, sa terre, ce qu'il a toujours connu pour se rendre au pays de Canaan, nous devons tous, d'une certaine manière, à notre propre niveau bien sûr, s'affranchir à un moment donné de ce qu'on a toujours connu, de la voie tracée, pour tenter de conquérir une identité propre, plus authentique, une sorte de terre promise à l'intérieur de nous-mêmes. Et apprendre à se connaître soi-même, ça peut paraître à certains moments ahurissant. Vous allez peut-être me dire, mais enfin, j'ai 30, j'ai 40, 50, 60 ans, j'ai vécu telle et telle chose, je sais quand même qui je suis. Et dans une certaine mesure, évidemment, je ne suis pas là pour vous dire le contraire, vous avez raison. Mais là, ce que je cherche à faire ce soir, c'est à vous inviter à vous placer un peu comme devant un miroir et à faire une sorte de bilan avec vous-même. Quelles questions ne vous êtes-vous jamais autorisé à vous poser? Qu'avez-vous passé sous silence? N'y a-t-il pas à certains égards des choses que vous avez gardées secrètes, ne serait-ce que vis-à-vis de vous-même, avant de parler déjà des autres, parler de vous? Et je vous invite à faire ce point avec vous-même et à poser ces questions. En règle générale, il y a quelque chose qui est un petit peu désolant, c'est que les gens attendent en fait de traverser une crise existentielle, d'être dans une situation de grande souffrance pour aller soulever ces questions-là. Alors qu'en réalité, elles sont présentes depuis pas mal de temps.
Simplement, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette logique de, bon, vouloir aller de l'avant, toujours comme si le fait de se poser des questions, en plus, ça allait vraiment nettement freiner les choses, hein. Donc, il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant. Et puis à un moment donné où quand ça va pas, bah, en fait les questions se posent, elles se posent toutes d'un coup. Et là pour le coup, ça peut être assez déprimant et assez plombant parce que quand elles arrivent toutes d'un coup, c'est lourd quoi. Faut pouvoir les porter derrière ces questions-là, il faut pouvoir y faire face entre guillemets. Et donc, voilà, moi, je regrette de constater que souvent, encore trop souvent, les gens attendent ce point de non-retour pour se dire, bon, bah, du coup, je vais y aller, je vais poser ces questions-là, je vais aller au bout, il le faut, de toute façon, maintenant, j'ai pas le choix. Et ça c'est quelque chose qui est dommage. Et je cherche à vous dire ce soir, n'attendez pas la crise existentielle, n'attendez pas les 40 ans, n'attendez pas les 45 ans non plus, n'attendez pas, en fait, parce que vous pouvez tout à fait le faire petit à petit, tranquillement, à votre rythme et trouver en plus des choses très positives dedans. Quelques petits exemples que je vais vous donner tout de suite, parce que bien sûr, la connaissance de soi, bah, elle sert à se connaître. C'est très bête, c'est con en fait. Donc, bien sûr, vous allez tirer une meilleure connaissance de vous et déjà en soi, c'est assez chouette. Mais le fait de se connaître, ça a un rayonnement plus global sur toutes les choses de la vie. Et quelques exemples. Tout d'abord, par exemple, le fait de bien vous connaître, ça permet une bonne compréhension de votre histoire, de comment vous êtes devenu ce que vous êtes, mais aussi une meilleure influence sur les choses à venir, les projets que vous voulez réaliser, une meilleure connaissance de vos désirs et de ce que vous ne désirez pas pour vous-même et ceux en qui vous avez une responsabilité. Et donc, ça vous donne une réelle capacité de venir casser certains schémas qui ont tendance à se reproduire un peu inlassablement tant qu'ils restent inconscients. Le fait de bien se connaître, ça permet aussi une meilleure transmission. Combien de gens viennent en thérapie parce qu'en fait, dans leur histoire familiale, dans l'histoire de leurs parents, il y a des blancs, il y a des non-dits, il y a des interrogations énormes, des secrets de famille parfois. Et c'est important, dans le fond, qu'un enfant, un enfant même grand, en fait, un adulte qui est l'enfant de quelqu'un, sache d'où il vient, pourquoi on lui a transmis les choses telles qu'elles lui ont été transmises, etc., etc. Et quand on a des parents qui ignorent tout d'eux-mêmes, qui se sont trouvés là presque par hasard, ben, en fait, ça fait flipper. Voilà, je vous le dis de façon assez voilà, texto, ça fait flipper, ça crée beaucoup de questions, ça crée beaucoup d'angoisse, parce qu'on a l'impression qu'en fait, les choses, elles se sont déroulées comme ça aurait pu se passer autrement. Ça aurait pu même être tout le contraire. Les choses, elles se sont déroulées telles quelles, et c'était pas un choix, c'est simplement comme s'ils s'étaient laissés porter par les choses de la vie et que, bon, au gré du vent, ça s'est dessiné comme ça. Ça peut être hyper déstabilisant pour les enfants, surtout quand ils sont devenus grands et qu'ils cherchent un peu un sens à leur existence, bah, de ne pas pouvoir savoir pourquoi les choses, elles ont été mises en place de telle ou telle manière. Le fait de bien se connaître, ça permet aussi d'avoir un sentiment général de mieux habiter sa vie. Je parle souvent à mes patientes de sentiment de propriété sur les choses qui se passent. Le fait de se dire, en fait, ça, c'est ma vie à moi, cette chose qui m'arrive, elle a du sens, c'est logique parce qu'en fait, A puis B puis C, des éléments qui vous concernent. Et ça, généralement, voilà, si on n'a pas cette connaissance de soi, de son histoire, si on n'a pas fait cette mise en lien, si on n'a pas créé des ponts qui font sens à nos yeux entre différents événements qui a priori à l'œil nu n'ont rien à voir, mais qui en fait ont tout à voir, ben, ce sentiment de propriété, souvent on ne l'a pas. Parce que parfois dans la vie, il y a des choses absurdes qui se passent. On a juste l'impression qu'elles nous tombent dessus. Alors qu'en fait, pas du tout. Si on regarde avec du recul, généralement, c'est comme des petits clins d'œil qui viennent rappeler quelque chose qui s'est déjà passé. Alors vous allez me dire, c'est vraiment une psychanalyse, celle-là. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, si on apprend à écouter ces choses-là, si on apprend à se poser, à les analyser, à les regarder, généralement, on remarque que les choses, elles se font pas du tout au hasard. C'est pas une partie de dés, quoi. Il y a des choses qui se présentent régulièrement sous une forme plus ou moins changée. Mais en tout cas, c'est drôle de se rendre compte qu'en fait, les choses sont tissées un petit peu entre elles et que possiblement, elles influencent nos choix, etc., etc. Notre expérience personnelle influence la façon dont on va choisir les choses, dont on va se sentir propriétaire de ce qui se passe pour nous. Et donc, forcément, in fine, ça va avoir un impact sur la manière dont on habite notre vie et sur les décisions qu'on va prendre. Donc voilà, ça c'est quand même trois points principaux de ce que une meilleure connaissance de soi peut apporter dans le fond. Et il y a aussi une dernière qui me paraît assez importante. Il y a plein d'autres bonnes choses que ça peut apporter, mais j'ai voulu vous lister quelques points
assez principaux et globaux. C'est la meilleure gestion des conflits. Parce que souvent, quand les gens s'embrouillent, en fait, ils savent même pas pourquoi ils s'embrouillent dans le fond. Généralement, ils savent qu'ils sont en colère, qu'ils sont révoltés, etc. Déjà, il y a une reconnaissance des émotions, c'est pas mal, hein. Il y a eu une époque où même la reconnaissance de l'émotion, c'était difficile. Ça s'est répandu. Les gens arrivent de mieux en mieux à nommer ce qu'ils ressentent. Donc, c'est un premier point hyper précieux. Mais voilà, ils n'arrivent pas à mettre en lien, en fait, ils saisissent pas les enjeux qu'il peut y avoir derrière l'émotion. Ils n'arrivent pas à mettre en lien le fait que leur émotion, elle vient de plusieurs pensées, plusieurs ressentis qui ont précédé l'émotion. Ils voient rarement en quoi ce qui se passe dans le présent vient souvent en écho avec ce qui s'est passé déjà, et ils remarquent ni quand les choses viennent reproduire un schéma, ni quand les choses viennent contredire un désir profond. Et donc, en fait, ils retiennent que le résultat. Ils n'en peuvent plus, ils sont en colère, ils ressentent telle ou telle émotion. Ils ne remarquent pas les pensées qui mènent à l'émotion. Cette petite voix qu'on cherche à faire taire à tout prix parce qu'elle nous apparaît un peu comme un parasite, alors qu'en fait, elle est super chouette. Moi, j'aimerais vous dire qu'en fait, elle dit quelque chose de vous depuis le tout début. Si vous apprenez à l'écouter, vous verrez comme son discours s'approche d'une sorte de vérité personnelle. Et souvent, elle vous indique aussi finalement la température à l'intérieur. C'est-à-dire que, voilà, c'est un petit truc qui piaille là dans la tête, ou vous l'appelez Jiminy Cricket, votre conscience, ce que vous voulez. Mais voilà, il y a une petite voix à l'intérieur quand même, généralement. Alors ceux qui en ont plusieurs, vous pouvez m'envoyer un mail à la fin. Mais blague à part, c'est une façon de vous dire, voilà, généralement, on a l'impression que c'est qu'il y a une part de nous un peu folle qui dit n'importe quoi, qui va contrecarrer nos plans les plus précieux, etc. Et en fait, cette voix un petit peu folle, en réalité, elle n'est pas si folle que ça, et elle est très créative, et généralement, elle dit quelque chose de très profond sur nous-mêmes. Et moi, j'aimerais aujourd'hui, ce soir, notamment par cette conférence, en fait, vous initier au fait que non seulement c'est pas une honte à avoir, et les gens en ont souvent honte, ça c'est quelque chose que je regrette à mon échelle en tant que thérapeute, mais en plus de ça, vraiment, c'est une richesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose à creuser, c'est quelque chose à explorer. Et vous verrez à quel point, non seulement vous n'avez pas de raison d'en avoir honte ni d'en avoir peur, mais au contraire, vous pouvez carrément lui faire confiance. Et donc voilà, ça c'était vraiment les choses les plus importantes que j'avais à vous dire ce soir. Maintenant, il y a encore un petit point que je voulais aborder avec vous, alors qui a plusieurs sous-parties, on va dire. Je voulais vous dire une chose importante, et c'est vraiment parce qu'on est dans le contexte de notre atelier de ce soir, de notre conférence, et que bah, je sais que je m'adresse à un public essentiellement juif, essentiellement féminin, et peut-être pour certaines bah, assez pratiquantes. Et je voulais vous dire, parce que moi je reçois beaucoup de personnes qui sont quand même pratiquantes et elles viennent à reculons. Elles ont du mal en fait à venir, elles ont du mal à sauter le pas. Et même quand elles l'ont sauté, ça reste dur pour elles d'aller travailler vraiment en profondeur. Il y a beaucoup de pensées taboues à l'intérieur. Il peut y avoir des interdictions qui ont mal été intégrées ou mal comprises. En tout cas, je voulais vous dire une chose qui était hyper importante, c'est que le fait de penser, c'est pas le fait d'agir. Penser et agir, c'est pas la même chose. Et il y a une confusion qui est très souvent faite entre les deux. Et là-dessus, pourquoi est-ce que je voulais vous dire ça? Parce qu'en fait, généralement, les gens s'empêchent, par exemple, d'aller en thérapie, ou ne serait-ce que de se poser des questions de soi à soi, hein. Déjà, c'est un premier step hyper important, parce qu'ils ont l'impression que s'ils se permettent de penser telle chose, ils vont le faire derrière, alors que c'est pas le cas. Et moi, je voulais parler de ça un petit peu avec vous ce soir. Parce que la thérapie, c'est aussi une façon de reprendre un peu de liberté de soi à soi, de se permettre de penser des choses en constatant que c'est le plan de la pensée. C'est-à-dire, ça peut rester dans la tête, ça, c'est dans la tête, ça ne veut pas forcément dire que ça va influencer les actes. Donc, beaucoup n'osent pas penser parce qu'ils ont l'impression que de penser, ça va les faire agir en fonction de cette pensée. Et ça, c'est à moitié vrai seulement. Et du coup, c'est à moitié faux aussi. Et en fait, les pensées, elles influencent les actes, ok, mais ça ne dit pas de quelle manière. C'est un peu bête et méchant. Ça ne dit pas comment ça les influence et ça ne dit pas dans quelle mesure. Et ces détails-là, ils sont très importants. Et je voulais vous donner des exemples. Un exemple tout bête. Il y a beaucoup de jeunes parents qui ont ce qu'on appelle des phobies d'impulsion.
Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est le fait, quand on a un nourrisson et qu'on s'en occupe beaucoup, d'avoir peur qu'il lui arrive quelque chose, mais surtout d'avoir peur, par exemple, de lui faire quelque chose. Par exemple, il y a des parents qui sont morts de trouille de jeter leur gosse par la fenêtre. Et ça, pour le coup, ils sont loin d'être capables de le faire. Vous voyez, on ne parle pas de personnes psychotiques ou quoi que ce soit. Mais ça leur fait tellement peur de penser qu'ils pourraient le faire que tout de suite, il y a une culpabilité qui intervient et qui essaye d'annuler ces pensées, de les mettre de côté. Ce qui est normal, dans le fond. C'est normal d'avoir peur face à ces pensées-là. Mais ces phobies d'impulsion, non seulement elles sont fréquentes, voire normales, voire répandues, mais en plus, elles viennent dire des choses qui sont très importantes sur l'accordage affectif entre les parents et le bébé qui est tout petit. C'est un vrai processus qui est en train de se mettre en place, de se créer entre les trois, ou plus quand la famille est plus grande, qui transforme les jeunes parents. Et en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça demande un bouleversement psychique. Et vous voyez là comment, très très vite, comment dire, ça peut être angoissant, mais si vous vous empêchez de penser ça, vous passez à côté d'un process qui est fondamental, qui fait partie du truc. C'est-à-dire que pour devenir parent, pour vous adapter, parfois, pour certains, ça demande d'en passer par des réflexions qui paraissent absurdes comme ça, qui paraissent presque un peu délirantes, mais qui ne le sont pas du tout, qui disent en fait quelque chose de la responsabilité qu'on peut ressentir face à un être qui dépend complètement de nous, qui dit quelque chose du fait de prendre conscience du pouvoir qu'on a sur lui, du devoir qu'on a envers lui, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de différence fondamentale entre le fait de penser et d'agir qui vous démontre bien comment il est important de pouvoir penser, s'autoriser à penser pour traverser certaines étapes de vie qui ne sont pas forcément des étapes graves du tout, voire parfois qui sont des étapes hyper joyeuses. Mais voilà, il y a des process de changement. C'est la tête qui doit se mettre à jour quelque part. Et dans ces moments-là, les pensées elles peuvent être un petit peu tumultueuses. Et pour autant, il faut les laisser s'écouler. Il faut pas les censurer de trop, parce que sinon, ça devient rigide. Je vais vous donner un autre exemple, presque à l'inverse de ce que je viens de vous dire. Imaginons un homme ou une femme qui va avoir des tendances à fantasmer d'être infidèle, mais qui va s'empêcher de penser à ce que ça signifie pour lui. En fait, il va pas se poser, il va simplement se dire, oh, c'est grave de penser ça, il faut que je m'empêche de penser ça. Ok, ça peut fonctionner un temps. Mais donc, il va s'empêcher de penser à ce que ça signifie pour lui. Il va pas réfléchir plus en profondeur, il va juste dire, c'est une pensée grave, stop. Et ce mécanisme de censure-là, en réalité, il peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que si il se permet ou elle se permet de réfléchir dans la profondeur des choses, elle peut se demander, ben, qu'est-ce que ça signifie en fait? Pourquoi ça vient maintenant, cette chose-là? En quoi ça fait écho à son histoire? De quelle manière ça correspond ou pas à un vrai désir? Ou est-ce que c'est pas parfois, il peut y avoir des processus un peu d'auto-sabotage qui interviennent? En fait, si on coupe la pensée, forcément, il y a pas de réflexion derrière, donc il y a juste un résultat. Effectivement, la personne va peut-être réussir à se retenir, à pas faire de conneries, pas de débordement, etc. Mais ça, c'est pas dit que ça réussisse, et surtout, ça encourage encore plus ce qu'on appelle un passage à l'acte. Un passage à l'acte, c'est le fait que, en fait, il y a un débordement au niveau de la tête. C'est impossible de penser parce que ça fait trop, 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 trop de penser, ça se bouscule. Et en fait, au lieu de se poser les choses, réfléchir, et du coup permettre ce qu'on disait tout à l'heure, de garder les choses au niveau de la tête et de pas forcément les rendre concrets dans le comportement, ben en fait, là, il va y avoir un débordement et la seule façon de soulager, c'est de passer à l'acte. Donc, c'est un exemple très très bête que je vous donne, mais qui est assez courant en réalité. Voilà, donc c'est deux exemples pour vous montrer que c'est pas, vous pouvez tout à fait penser librement. Vous pouvez vous autoriser à penser librement sans forcément avoir l'impression de commettre quelque chose de mal envers Dieu, envers quelqu'un, etc. Parce que c'est vraiment dans la tête. Et en prenant conscience de ces pensées, vous pouvez vous dire que si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est très rare qu'il y ait une pensée qui vienne pour rien. C'est très rare qu'elle s'auto. C'est pas des générations spontanées, les pensées. Généralement, il y a un signal de départ, il y a un signal d'arrivée. Donc, peut-être changer un peu de prisme en vous disant, quand il y a une pensée qui vient, qu'elle soit positive ou négative, elle vient de quelque part et elle a quelque chose à dire. Sinon, elle ne se pointerait pas.
Ah, évidemment, vous ne pouvez pas analyser toutes vos pensées du matin au soir, c'est trop énergivore et puis on n'en finirait jamais. Mais celles qui paraissent un petit peu dénotées du reste, qui vous agacent ou que, j'en sais rien, parfois on en a marre de ressasser, d'avoir une espèce d'obsession qui revient, etc. Peut-être écoutez franchement ce que ça vient vous dire, pourquoi, comment, essayez de tirer un petit peu le fil de ces choses-là et vous pourrez découvrir des choses assez intéressantes. Et pourquoi je vous dis tout ça sur ce dernier point? C'est que voilà, il y a parfois dans la communauté une tendance à se défausser, une tendance à se défausser sur Dieu, malheureusement, à se déresponsabiliser en pensant que tout est du fait de Dieu, et c'est certainement le cas en partie, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de capacité d'action. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous charger de certaines choses vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de responsabilité sur les choses. C'est à vous de dealer avec ces choses-là. Et voilà, je pense qu'il faut arrêter cette sorte de fatalité qui, en fait, dans le fond, n'est qu'un prétexte. Ça peut être même une résistance pour ne pas se poser les questions qui nous concernent. Et voilà, je voulais vous dire ça parce que quelque part, moi, je constate beaucoup le fait qu'il y a des femmes, en fait, qui sont, par exemple, sous l'eau, mais vraiment sous l'eau, à deux doigts de la dépression, voire qui y sont clairement. Elles ont les enfants à s'occuper, généralement un travail à côté, enfin bref, tout un tas de choses. La réalité, c'est que c'est souvent pareil pour les hommes à une autre échelle et peut-être d'une autre manière. Et dans la bouche de ces gens-là, évidemment, je n'entends que des grâces à Dieu, et tant mieux. Et je comprends, hein, je comprends tout à fait. Et bien sûr, si tu veux, grâce à Dieu, autant que tu veux, si tu penses comme ça, si ça te parle, 1000 fois oui. Et si tu es bien, alors 1 million de fois oui. Mais si tu souffres, je propose de ne pas l'imputer à l'extérieur. Ne jamais penser que c'est la volonté divine. Parce que sincèrement, je pense que ce serait faire fausse route et une très mauvaise compréhension des choses. Et ça rend pas service. Moi, ce que je pense et ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que je trouve que c'est pas souhaitable en fait de laisser des hommes et des femmes dans une forme de solitude extrême face à leurs pensées, à leur mal-être, en rétorquant que voilà, c'est la vie, c'est le joug de l'existence humaine. Ça, à mes yeux de thérapeute, de psychologue, d'humaine en général, de juive aussi, ben c'est faux. Il y a bien évidemment des choses qui sont dures, voire très dures dans la vie, mais voilà, il y a tout un tas de choses, heureusement, aujourd'hui qu'on connaît, qu'on peut mettre en place, qu'on peut proposer pour adoucir le chemin et pour faire en sorte que les gens ils se sentent soutenus et entourés face à leurs épreuves ou face à leurs questionnements quand c'est pas des grosses épreuves, mais voilà, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des choses du passé qui remuent, etc. Tout à l'heure, j'ai mon mari qui m'a rappelé une anecdote assez illustre. Enfin, ça illustre bien mon propos et elle est assez connue et assez drôle. C'est voilà, cet homme qui se noie, qui est en train de se noyer, il demande à Dieu de l'aide, vite, vite, de l'aide. Et en fait, il y a une personne qui vient lui tendre la main, il la refuse, une deuxième, il la refuse, une troisième, il la refuse. Il dit non, j'attends une intervention divine. Bon, évidemment, bah, du coup, il finit par décéder d'une noyade. Et puis, une fois arrivé devant Dieu, il lui dit, mais je t'ai appelé, je sais pas combien de fois, t'as rien fait pour moi. Il dit, mais tu plaisantes, Coco, je t'ai envoyé 3 fois des personnes pour venir te tendre la main, tu les as pas saisies, t'as pas saisi l'occasion. Donc voilà, c'est une certaine manière pour vous encourager aussi, pour celles qui peuvent avoir le plus de difficultés à sauter ces pas-là. Pour vous dire aussi, souvent, parce que je le sais, que les moyens, ça peut être un vrai problème, ça peut être un vrai frein, même quand on a envie. Donc, si tout ce que j'ai pu vous dire vous a un peu mis la puce à l'oreille, vous a donné un petit peu envie d'aller en savoir plus sur vous-même et peut-être de faire appel à quelqu'un bah, pour faire ce chemin-là. Donc, mais que le frein principal, bah, ça devient le financier, parce que souvent, c'est le frein, c'est un des freins. Bah, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, il y a des choses qui sont possibles. Ouais. Tu disais quoi, Yardena? Excuse-moi, mais continue. Je t'en prie. Il y a des choses qui sont possibles, donc, pour pouvoir consulter comme vous en avez l'envie. Je voulais vous dire ça parce que, voilà, moi, à mon échelle, à titre d'exemple, quand j'ai une demande de suivi psychologique pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de régler tous les honoraires, j'essaye de mettre en place, quand c'est possible de mon côté, un tarif qui soit possible, qui rende les choses possibles.
Et je pense que c'est le cas de beaucoup de mes collègues, peut-être pas tous, peut-être chacun en fonction de leur capacité, mais de ce que j'entends autour de moi, quand même, il y a possibilité de trouver des solutions à ce niveau-là. Et aussi, pour vous inciter autant que possible à faire appel à ce genre d'initiative comme celle que Yardena a créée de toutes pièces, donc le wellness, qui vous propose en fait plein d'outils différents, plein de pistes de réflexion, etc. Voilà, de faire appel à un maximum de choses, un maximum de petites pistes qui pourraient vous aider là-dedans, qui pourraient vous soutenir dans ce chemin-là, que ce soit un chemin douloureux ou pas franchement, mais quelque chose qui est plutôt guidé par une curiosité. Et voilà, donc je voulais le dire à titre d'exemple. Moi, je peux proposer à certains d'ajuster le tarif, etc., pour que ça devienne possible dans la mesure de mes possibilités, quoi. C'est limité, mais voilà. Et je sais qu'il y a d'autres psys qui le proposent aussi. Je voulais vous dire que voilà, on a eu cet exemple au moment de la guerre. Quand ça a explosé le 7 octobre, il y a eu énormément de bénévolat, de psys qui se sont rendus bénévoles pour pouvoir soutenir tout un chacun du mieux qu'on pouvait. Et donc, c'est que c'est possible de mettre en place des choses, peut-être pas 100% gratuites, mais en tout cas des choses plus légères sur le plan financier qui permettent d'entamer ce travail-là assez sereinement, à moindre coût. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire ce soir et vous dire que voilà, si un ne peut pas aller dans votre sens, en tout cas un autre le pourra peut-être. Et donc vous pouvez ne pas hésiter à demander à être accompagné dans ce sens, même si a priori vous n'avez pas les moyens. Il y a des choses qui sont possibles de mettre en place et vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce que cette conférence qui était à la base sur la connaissance de soi, en fait, parle essentiellement de thérapie? C'est un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais c'est parce que je pense que les deux sont intimement liés et que le fait de... Vous pouvez vous connaître vous-même en dehors de la thérapie, bien évidemment, mais c'est quand même un outil ultra précieux pour faire connaissance avec soi, avec l'autre aussi. C'est quelque chose qui répare aussi le lien qu'on peut avoir avec les autres parce que forcément on est en miroir avec quelqu'un, parce qu'on est accompagné par cette personne, parce qu'on est engagé ensemble dans ce chemin-là. Et c'est peut-être un des seuls endroits où du coup on peut un petit peu ressentir une forme de soutien total, un accompagnement absolu qui peut un petit peu dénoter avec ce qu'on peut connaître à l'extérieur. Donc en ça, la thérapie, elle est thérapeutique dès le début et dans tous les sens du terme, aussi bien de vous à vous que de vous à l'autre. Donc elle a un aspect très global comme ça, elle rayonne un peu sur tous les domaines de la vie parce qu'on va en profondeur et de façon très globale en même temps à tous les niveaux et qu'on essaye de ne rien négliger. Bien sûr, c'est des choses qui peuvent prendre du temps. Là, je vous ai parlé vraiment de ma façon de pratiquer la thérapie en fonction de mon orientation. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui sont possibles à ce niveau-là. Vous avez un tas de psys. Alors, je vous conseillerais toujours d'aller vers des psys qui sont formés dûment à la thérapie pour faire une thérapie. Je parle que de la thérapie là, je parle pas de coaching, je parle pas de tout le reste qui peut être hyper intéressant avec d'autres pratiques et d'autres professions. Mais sur le plan de la thérapie, j'estime qu'il faut vraiment avoir un certain bagage pour pouvoir les mener à bien. Et je vous encourage mille fois à le faire si toutefois vous en aviez déjà un petit peu l'envie et que vous doutiez ou que vous hésitiez à vous lancer là-dedans. Voilà, voilà. Je pense que pour ma part, j'ai un petit peu survolé tout ce que je souhaitais vous dire ce soir et peut-être que je vais laisser le relais à Yardena ou peut-être à celles qui ont éventuellement des questions sur Merci ces aspects-là. beaucoup, Ariel. Merci beaucoup, Ariel, pour ta Avec conférence. Et plaisir. Merci à toi, Yardena. j'aimerais rebondir sur deux choses, si tu me permets. Bien Est-ce sûr. que tu pourrais, en fait, si j'ai bien compris, quand tu as parlé de la volonté divine, moi, ça m'a un peu... euh, le fait que, oui, tout provient de Dieu, en fait, c'est ça que tu voulais dire, que oui, tout provient de Dieu, mais que Hmm. nous avons une part pour activer ou pour désactiver la souffrance. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire? Parce que oui, tout Oui, provient de Dieu, bien mais sûr. que nous avons une part pour activer ou désactiver la souffrance, c'est-à-dire de se mettre à l'action. C'est ça que tu veux nous dire? Ce que je veux vous dire, c'est que, alors, peut-être il y a un moment donné où effectivement c'est un petit peu confus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas que le fait que tout vienne de Dieu vous empêche de vous saisir de ce qui vous concerne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est juste ça, voilà. Très bien.
Tu vois, c'est là-dessus que je voulais intervenir. Parce que effectivement, moi, j'entends chacun avec sa croyance derrière et son degré de foi, etc. D'accord? Mais là-dessus, en réalité, et en plus, je parlais de pratiquants, mais en réalité, même chez des gens qui sont pas si pratiquants que ça, on peut le retrouver. Il y a des gens qui sont pas pratiquants et qui sont très croyants. Ça existe. Et partant de là, en fait, souvent, voilà, il y a ce truc de remettre, en fait, la responsabilité, en disant grâce à Dieu, mais tu peux aussi dire à cause de Dieu, ce serait absurde, mais tu pourrais aussi le dire comme ça, c'est-à-dire finalement de convoquer Dieu à un endroit où dans le fond, tu peux te charger de ce qui t'arrive. Alors, ça peut paraître même, attention, parce que là, je veux faire attention, je veux pas que ça paraisse agressif aux oreilles de certaines. C'est-à-dire que j'estime qu'en soi, on a des clés à l'intérieur de nous, on a des grandes capacités. C'est des choses qui sont à disposition, chacun les siennes. Vous voyez, on a un espèce de capital comme ça. Et finalement, quand on décide, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas trop, ça dépend des cas, mais de ne pas s'occuper des questions qui se posent à nous, c'est une forme de négligence. Ça ne veut pas dire que c'est grave, ça ne veut pas dire qu'on l'a fait exprès, pas du tout. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'est, voilà, il y a des endroits où en fait vous avez tout entre les mains pour intervenir. Et ça, c'est hyper important parce que les gens, en fait, dans le fond, doutent d'eux-mêmes souvent et ils pensent que la tâche, elle va être trop lourde à accomplir, alors que pas du tout. Il suffit d'être bien accompagné à certains égards et puis d'en avoir l'envie, évidemment, parce que si c'est juste une façon de se faire violence, bah, c'est pas la peine. Ça, c'est hyper important. C'est important qu'il y ait ce principe de la volonté de base. Mais voilà, à partir du moment où il y a quelque chose qui vous dérange dans le fond, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous travaillent, etc., sachez que vous avez les capacités aussi pour y faire face. Et il y a déjà tout un tas de réponses qui sont présentes à l'intérieur de vous, mais il suffit de lever un petit peu le pont-levis, entre guillemets, c'est-à-dire il faut lever le truc qui bloque, le truc qui fait que bah, ça ne peut pas sortir, et à partir de là, petit à petit, les choses, elles vont se mettre en place. Donc c'est surtout partant de ce constat-là que je voulais intervenir dans ce sens-là, encourager les personnes, quel que soit leur degré de pratique, à se faire confiance sur ces choses-là, à faire en sorte de se saisir aussi de ce qu'ils ont entre les mains comme capacité, comme richesse, pour pouvoir mettre ce qu'il leur faut en place. Super, et merci pour ton éclaircissement, c'est beaucoup plus clair. Alors, je vais ouvrir, les micros sont ouverts pour les participantes que je remercie de leur présence. Voilà, vous pouvez toutes désactiver vos micros pour pouvoir... Ah, mince, pardon. Excuse-moi, Ariel, je D'accord. t'ai... Ouais, c'est bon, je Voilà. pense. Vous pouvez toutes désactiver vos micros pour poser des questions à Ariel. Activez vos micros. Et en attendant que l'on reçoive les questions, Ariel, j'avais une dernière petite question à te poser. Je te vois plus. Après, tu me Ah, vois voilà. plus? Non, non, je te vois, je te Je vois. suis là. Alors, donc, tu nous as parlé d'un élément de la thérapie qui est vraiment et se poser les bonnes questions, écouter cette petite voix, prendre conscience de ce qui se passe Mm. à l'intérieur de nous et en faire quelque chose de bien et d'éblouissant pour avancer dans la vie Bezrat Hachem. Est-ce que tu aurais je sais pas, des petits outils faciles euh, voilà, pour vraiment prendre conscience de soi. Tu nous as posé des questions clés. Quelles sont les questions que vous vous êtes jamais posées? Mm. Ça, ce sont des questions vraiment clés et Ouais, importantes. Maintenant, est-ce que tu aurais aussi bien sûr. comment on pourrait vraiment des pistes sur lesquelles comment on pourrait vraiment prendre Conscience. conscience de cette connaissance de soi? Bah, Si. écoute, en thérapie, moi, je travaille beaucoup, une fois qu'on se connaît bien et qu'on a pas mal balayé l'histoire personnelle de la personne qui vient me voir, etc. On travaille beaucoup, ça fait un peu cliché, mais je m'en fiche, je vais le dire, parce que j'adore ça. Donc, on travaille beaucoup avec l'analyse des rêves. Et ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, les gens... Alors, il y a deux choses. Les rêves qu'on fait, soit ils sont bah, clairs de roche, donc on se dit, bon, ok, rêve lambda qui n'a pas besoin d'être analysé, qui parle de lui-même, etc. Soit c'est des rêves extrêmement compliqués où on se dit, soit c'est de la science-fiction tellement que c'est tarabiscoté, il y a des personnages de science-fiction qui interviennent dedans, il y a des
il y a des choses extrêmement créatives en fait qui ont lieu dans les rêves. Il y a des personnes qu'on peut y voir qu'on n'a pas vues depuis, je sais pas, 20 ans. Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des rêves qui nous paraissent normaux, il y a des rêves qui nous paraissent fous. De façon très générale, si vous commencez à faire attention à vos rêves, par exemple à les noter au réveil plutôt que de les laisser s'enfuir dans le flot de la journée qui commence, etc., vous allez vous rendre compte que c'est toujours cette petite voix qui parle quelque part, qui cherche à vous dire quelque chose, qui vient en fait vous faire un petit film sur mesure pour vous montrer des choses que sinon, au quotidien, vous avez soit pas le temps, soit pas la force, soit pas l'envie de voir. Voilà. Ça peut être ces choses-là, hein. On parlait tout à l'heure de responsabilité, mais il faut aussi trouver le temps de se poser à un moment donné sur ce qui nous concerne. Ça, souvent, c'est une vraie question. Voilà. Mais donc les rêves, c'est vraiment un moment hyper intéressant. Alors il y a les rêves de la nuit, évidemment, ceux qu'on fait en dormant, mais peut-être aussi si vous êtes attentif. Alors je ne sais pas si vous êtes dans les nuages comme moi je suis tout le temps dans mes pensées, tout le temps en train de penser. On me dirait que je suis là, je suis pas là, je suis jamais là. Donc je suis pas là, je suis en train de rêvasser. C'est pas forcément des trucs cool en plus, des fois c'est des trucs hyper catastrophiques. Mais c'est pour vous dire que parfois dans la journée, il y a un moment donné où la tension, elle va s'abaisser. En fait, par exemple, après déjeuner, enfin, il y a un moment où il y a un coup de barre. Et en fait, au lieu d'être juste là en train d'être concentré sur ce qu'on fait, l'esprit, il va qu'à ses occupations. Essayez de voir un petit peu où il va, vers quoi il va. Quelles sont les pensées qui viennent à ce moment-là? Peut-être est-ce que, parce qu'il y a des personnes qui se font des scénarios en marchant dans la rue, en écoutant de la musique. Voilà, il y a des vraies choses. En fait, c'est comme si vous pouvez en fait petit à petit vous rendre compte que on dit là-haut, mais on ne sait même pas si ça se passe là-haut. Mais en tout cas, sur le plan psychologique, il y a quelque chose de l'ordre d'une vraie scène de théâtre, quoi. Il y a la pièce de la vraie vie qui est en train d'être jouée, et il y a la pièce de la psychologie à l'intérieur, de la psyché qui vous concerne, qui est vraiment très personnelle, qui est en train d'être jouée au niveau du psychologique. Et ces deux pièces, alors, s'internourrissent, enfin, surtout celle qui est sur le plan psychologique se nourrit de ce qui se passe dans la réalité, et parfois elle est complètement déconnectée de ce qui se passe réellement. Mais ça, c'est des petits domaines sur lesquels vous pouvez faire attention. Donc, les rêves la nuit, les rêves le jour, c'est ce qu'on appelle les rêves diurnes, les moments où l'esprit décroche et va ailleurs, et ces petits moments d'inattention ou d'imagination. Freud disait fantasme, mais voilà, les moments où vous sentez que vous êtes dans l'imaginaire, regardez un peu à quoi vous, à quoi vous rêvez. On peut le dire comme ça. À quoi vous rêvez. Voilà. Merci, Ariel. On a eu des messages de remerciement pour ta conférence. Et merci à toutes les participantes. Et vous pouvez encore poser vos questions à Ariel, s'il y a certaines qui voudraient éclaircir un point par écrit ou par... vous pouvez prendre la parole? Non? Ok. D'accord. Bon, en tout cas, Ariel, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, très pertinent. Avec plaisir. Au début, tu vois, quand tu as parlé de la pensée, j'ai été très surprise Mhm. parce que la pensée, elle est créatrice, la pensée, elle est très parlante, mais tu nous as donné des exemples très concrets qui montrent très clairement comme quoi la pensée, il faut la laisser Mm. libre, entre guillemets. Mm. Et, merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci à toi de m'avoir permis d'intervenir ce soir. C'était très Et chouette. excusez-moi, j'ai une question. Oui, Qu'est-ce que vous entendez par il faut laisser la pensée libre? la pensée libre, c'est-à-dire peut-être qu'il faut... Moi, ce que je disais tout au long de la conférence, c'est que vous pouvez constater facilement si vous... Alors, j'essaye de formuler de façon très claire. Laisser la pensée libre, c'est-à-dire que vous pouvez constater à certains égards qu'il y a des pensées qui sont mal tolérées par vous-même. C'est Hmm, pas peut-être pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'est pas concerné par cette problématique. Mais je laisse le doute, évidemment, on ne connaît pas tout. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a des choses, il y a des pensées qui peuvent être plus ou moins dérangeantes. Il y a des pensées qui sont complètement OK, elles sont faciles, elles circulent, il n'y a même pas de questions à se poser. Il y a des pensées qui peuvent être
qui peuvent être dérangeantes. Je vous donne un exemple tout bête, par exemple, pour peu que vous n'ayez pas envie d'être jalouse et que vous trouviez ça vraiment répréhensible, pas bien, etc. Ben, la fois où vous allez avoir peut-être une pensée qui se rapproche d'une forme de jalousie, au lieu de la laisser apparaître à vous-même, au lieu de vous dire, OK, je pense que là, je dois ressentir un petit peu de jalousie, il y a ce truc de ne pas vouloir voir qu'il y a de la jalousie là-dedans et donc systématiquement réfréner ces Mm. pensées-là. C'est vraiment un exemple tout bête et ça peut être applicable avec tout un tas de choses. C'est aussi souvent le mécanisme de la culpabilité, etc. Quand on se sent coupable de quelque chose et qu'on pense quelque chose d'un peu coupable, ben, on va avoir tendance à se censurer en fait. D'accord, merci. Avec plaisir. Je ne sais même pas si j'ai été claire. Oui, non, vous avez été clair, merci beaucoup. J'ai compris Avec l'idée. plaisir. Avec Oui, tu as plaisir. été clair et de toutes les manières, les personnes, j'enverrai le replay et elles pourront réécouter au cœur de la conférence quand tu en as parlé. Euh, Tu as très bien expliqué, Ariel, vraiment. Alors, Autant c'est mieux, parce que c'est vrai que voilà, c'est un thème, je le sais, un peu philosophique et en même temps, ça me paraissait hyper important de l'aborder avec vous, même si c'est beaucoup d'abstraction, que c'est peut-être pas des choses hyper concrètes, hyper, voilà, c'est peut-être pas pratico-pratique, mais en même temps, c'est un peu les thèmes qui nous intéressent en thérapie et notamment quand on apprend à, à se connaître soi-même, voilà. Donc, c'est des choses qui sont très abstraites et très personnelles, donc c'est délicat en plus d'en donner des exemples. C'était parfait. Je reçois beaucoup de messages pour te remercier. Bon, super. Merci beaucoup, Ariel. Merci à toutes les participantes. Merci à vous. Que des bonnes nouvelles. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci beaucoup, Ariel. Merci à vous toutes. Merci à vous toutes. Merci Au revoir. Ardena. À bientôt. Au revoir. Je vais juste copier les messages.